Bonjour, Bonjour. vous êtes Léon Desfontaines, vous êtes né à Amiens en Tout 1996, à fait. donc vous avez J'ai 28 ans, tout juste là. 28 ans, vous êtes un des plus jeunes candidats pour ces élections européennes. Vous avez été avant secrétaire général du mouvement Les jeunes communistes. jeunes communistes jusqu'en 2023. Tout à fait. Et vous êtes aujourd'hui donc tête de liste du Parti communiste français. Alors nous venons, nous, de publier un rapport issu d'une réunion au Portugal qui a réuni 50 décideurs académiques, entrepreneurs, enfin leaders d'opinion européens à Lisbonne pour s'interroger sur les prochaines priorités. Le monde a changé, la guerre s'est invitée en Europe, le Covid aussi, on a vu beaucoup de solidarité, des nouveaux sujets ont émergé, et donc on propose, nous, 17 questions clés autour de la puissance européenne. Donc le rapport, je vous le remettrai après, bien sûr. Je voulais surtout savoir, vous, qui êtes à la fois un peu nouveau en politique, et sur un mandat aussi important que le mandat européen, savoir quelles étaient vos priorités. Les priorités du parti, mais aussi les vôtres, puisque vous êtes jeune et peut-être que vous avez aussi des idées à amener, des idées nouvelles sur l'Europe. On rajeunit les idées de notre parti également. Merci pour l'invitation tout d'abord. Je me présente dans cette élection européenne parce que je pense que l'Europe, c'est du concret avant tout. Et donc les propositions que je vais faire seront des propositions plutôt très concrètes qui permettront, je pense, de régler les principales attentes aujourd'hui des Françaises et des Français sur la politique et bien sûr sur les décisions qui sont prises à l'échelle européenne. La première d'entre elles, pour moi, c'est la question de l'énergie, des factures d'électricité qui ont explosé pour nos ménages, qui ont explosé pour les exploitants agricoles, pour les artisans, pour les chefs d'entreprise, pour l'ensemble de la société, à cause d'un marché européen de l'électricité qui, je pense, même s'il a été réformé récemment, ne règle pas le problème de fond. C'est qu'aujourd'hui, nous produisons en France de l'électricité à bas coût, grâce à notre parc nucléaire notamment, et que cette électricité est indexée sur le prix de la dernière énergie produite, la plus chère, et en l'occurrence, depuis le conflit en Ukraine, le prix du gaz qui a été multiplié par 3 et par 4. Et moi, je pense que cette logique de ce marché européen de l'électricité n'est pas bon, et moi, je souhaite justement le remettre en cause à l'échelle européenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'échanges, bien évidemment, on continuera d'avoir des échanges entre États frontaliers, et d'ailleurs, il y en a aujourd'hui avec la péninsule ibérique et la France, alors que l'Espagne et le Portugal en sont sortis. Juste, c'est de sortir de ces logiques spéculatives, finalement, sur la question énergétique, afin de diminuer les factures pour nos entreprises, mais aussi pour l'ensemble des Françaises et des Français. Voilà la première mesure. Et vous êtes pour le nucléaire? Tout à fait. Tout à fait, d'ailleurs, c'est une des spécificités, une des singularités peut-être de la liste que j'ai l'honneur de mener à gauche, c'est que nous sommes des fervents défenseurs du mix énergétique nucléaire et renouvelable. D'ailleurs, on pense que l'Europe doit financer l'énergie nucléaire, étant donné que c'est une énergie d'avenir qui permet à la fois de répondre à l'impératif environnemental, tout en produisant suffisamment d'électricité pour fournir l'ensemble des besoins de la société, notamment en termes de réindustrialisation, j'y reviendrai par la suite, tout en faisant baisser les factures de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Donc la première mesure, c'est ça, sortie du marché européen de l'électricité avec un soutien du mix énergétique nucléaire et renouvelable, j'en profite. La deuxième, ce serait pour davantage de justice sociale. L'Union européenne a fixé récemment une directive autour de l'instauration d'un salaire plancher, un salaire minimum à l'échelle européenne, qui est ce qu'il est, qui est très bas, mais qui a le mérite d'exister. Nous, on veut faire un salaire plafond également. On pense que quand on installe un plancher sans plafond, ce plancher prend l'eau. Donc il faut mettre en place des mesures de justice sociale et on veut limiter de 1 à 20 les écarts de salaire dans les entreprises. Et on souhaite une directive qui irait dans ce sens pour davantage de justice sociale. Et comme ça, si un patron souhaite augmenter son salaire, il devra augmenter aussi le salaire de ses salariés. Je prends souvent l'exemple de Carlos Tavares, patron de Stellantis, qui est installé aujourd'hui aux Pays-Bas, qui a dit ceci, son salaire de 36 millions d'euros annuels a quelque peu défrayé la chronique, à juste titre. Et il a dit, mais aujourd'hui j'ai le droit de le faire, donc si vous voulez changer ça, légiférez. Et bien moi je propose de légiférer sur le sujet et qu'on puisse limiter de 1 à 20 le salaire, parce que lui il a en moyenne un salaire qui est 518 je crois
fois supérieur à la moyenne des salariés de cette entreprise. Et donc je pense que c'est des écarts qui sont bien trop indécents, surtout dans un contexte où finalement les travailleurs de ce pays aujourd'hui peinent à joindre les deux bouts, ont du mal à remplir le frigo, finissent dans le rouge à la fin du mois alors qu'ils travaillent. Et je pense qu'il faut davantage de justice sociale, c'est aussi une mesure de décence. Autre priorité, je crois que vous avez aussi comme compétence, par votre histoire, vous êtes petit-fils d'agriculteur, je crois, du côté d'Amiens. Par rapport à ça, le budget européen et puis toutes ces décisions aussi considèrent l'agriculture comme un sujet majeur. Quelle est votre vision de l'agriculture? On a interrogé tous les candidats, c'est pas quelque chose qui est revenu systématiquement. Je crois que vous avez une compétence à faire valoir dans le domaine. Quelle est votre position et puis sur cet avenir agricole européen? L'agriculture est forcément un sujet, qu'on le veuille ou non, qui va être un des principaux sujets qu'on doit régler à l'échelle européenne, étant donné que c'est tout simplement le premier budget qui est alloué aujourd'hui à travers les aides, notamment de la politique agricole commune. Moi, je suis très honoré d'avoir en 5e position sur ma liste, donc en position éligible, André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, référent sur les questions des politiques agricoles communes à l'échelle nationale, à l'Assemblée nationale notamment, et qui a notamment s'est fait connaître autour d'une loi, la loi Chassaigne, sur les retraites agricoles, et qui s'est toujours battu pour défendre le monde paysan. Et je pense que quelqu'un comme André Chassaigne, demain, au Parlement européen, il saura justement défendre au mieux la paysannerie, les paysans et l'ensemble du monde agricole. Moi, ce que je dis sur l'agriculture, c'est que aujourd'hui, les deux problèmes de fond du monde agricole ne sont pas réglés par la question européenne et n'ont pas été réglés par les réponses qui ont été apportées au début de l'année, lorsqu'on a vu les différents blocages, notamment des autoroutes faits par les agriculteurs. Le premier, c'est celui de vivre dignement de son travail. C'est ce que demande l'ensemble des agriculteurs. Et moi, je suis pour qu'il y ait davantage d'intervention de la force publique dans la fixation des prix, la loi Egalim, mais qui doit être beaucoup plus renforcée, beaucoup plus respectée, pour permettre que chaque agriculteur ne travaille pas à perte. Je pense que ça doit être le préalable à toute politique agricole commune. Et moi, je suis favorable d'ailleurs à ce que la PAC, justement, puisse avoir comme objectif le permettre que chaque agriculteur puisse vivre de son travail, parce que sinon on va avoir le nombre d'exploitations agricoles diminuer comme c'est le cas aujourd'hui un peu partout en Europe et particulièrement en France, et qui va remettre en cause tout simplement notre souveraineté alimentaire. Ça c'est le premier sujet, vivre dignement de son travail. Le deuxième, c'est permettre de sortir de cette mise en concurrence déloyale qui s'est instaurée à l'échelle européenne, enfin j'ai envie de dire entre l'Europe et le monde entier plutôt, avec ces accords de libre-échange qui se sont multipliés. Nous les contestons tous. Je sais que ça fait débat. On a vu le débat autour du CETA, notamment l'accord de libre-échange avec l'Union européenne et le Canada. Nous souhaitons remettre en cause l'ensemble des accords de libre-échange parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec ce système mortifère qui vise à mettre en concurrence les exploitants agricoles, notamment français, avec des agriculteurs du monde entier, notamment néo-zélandais, canadiens, chiliens, qui produisent dans des conditions sanitaires, sociales et environnementales bien en deçà de celles que nous avons sur le territoire européen. Et moi, je suis très fier que nos agriculteurs aient réussi à produire des produits agricoles respectant au mieux l'environnement, et on fait partie d'ailleurs des agricultures les plus vertueuses pour l'environnement. Je tiens à le saluer, à le souligner, mais maintenant il ne faut pas les mettre en concurrence avec d'autres qui par contre ne respectent pas ces mêmes normes. Et donc nous sommes pour une remise en cause des accords de libre-échange. Donc vivre de son travail et sortir de la mise en concurrence déloyale doivent être les deux principaux piliers. Et après, sur la politique agricole commune, nous, ce qu'on souhaite, c'est une réorientation, notamment qu'on prenne en compte le nombre d'actifs sur les exploitations agricoles pour que cette PAC puisse être mieux redistribuée, mais aussi qu'elle permette de retrouver notre souveraineté alimentaire et donc qu'elle refixe des quotas de production dans des domaines dans lesquels elle les a supprimés. Je pense notamment au sucre, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mon grand-père faisait des betteraves sucrières. Et je pense que c'est dramatique parce qu'à partir du moment où on a mis un terme aux quotas de production de sucre, on a vu une concurrence déloyale qui s'est installée entre nos sucriers et les sucriers du monde entier, parce qu'avant la PAC justement subventionnait les sucriers et par contre le sucre était un prix qui était fixe. Et du coup aujourd'hui on n'est plus autosuffisant, le continent européen, en termes de production de sucre, ce qui je pense est dramatique parce que le sucre est indispensable dans de nombreux produits alimentaires, et pas seulement alimentaires d'ailleurs, je pense à
Metex, chez moi à Amiens, qui produit de la lysine à destination justement de l'élevage, qui aujourd'hui est mis en concurrence du fait que le sucre justement a explosé en Europe, le prix du sucre a explosé en Europe, mais pas dans les autres coins du monde. Donc de la betterave européenne versus de la canne à sucre américaine. Voilà, tout à fait. Si je comprends. Sud-américaine. Que pensez-vous de l'élargissement de l'Union européenne ? Les Français étaient pour, par exemple, d'accueillir l'Ukraine. Aujourd'hui, voilà, l'opinion évolue. Quel est votre point de vue ? Moi, je suis pleinement défavorable à tout élargissement de l'Union européenne, y compris à l'Ukraine. Tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est bien sûr qu'il faut aider les Ukrainiens. Moi, je suis favorable à l'envoi d'armes pour permettre aux Ukrainiens de se défendre face à l'invasion de la Russie. Je suis d'ailleurs pour que l'Union européenne puisse essayer de trouver une issue diplomatique à ce conflit pour que ce conflit cesse le plus rapidement possible, tout en respectant bien sûr l'intégrité territoriale et la souveraineté du peuple ukrainien. Maintenant, je pense que l'élargissement de l'Union européenne est un tout autre sujet, un tout autre débat. Et malheureusement, l'élargissement de l'Union européenne aurait pour conséquence un accroissement du dumping social, de la mise en concurrence intra-européenne. D'ailleurs, ce que je dis, c'est qu'on est encore en train de ramasser, à mon sens, les pots cassés du dernier élargissement. On a intégré des pays avec des salaires minimums très bas notamment, et moi j'ai vu à Amiens des entreprises, Goodyear, Whirlpool, qui sont parties à l'est de l'Europe parce que la manœuvre était moins chère. Moi je dis déjà, permettons à ce que chacun des pays européens se développe suffisamment, aidons l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les pays des Balkans également à se développer parallèlement, mais ne les intégrons pas dans le marché unique, ne les intégrons pas dans l'Union européenne, parce que les conséquences que ça aura, ça va être une mise en concurrence accrue des travailleurs entre eux, et le salaire minimum en Ukraine, en Moldavie et en Géorgie, il est en dessous inférieur à 200 € par mois, donc ce seront les salaires minimums les plus bas. Ça, c'est sur les questions du travail, des travailleurs, mais aussi sur la question agricole se pose. On l'a vu avec la fameuse volaille ukrainienne qui a été vendue 2 fois moins cher sur le marché européen parce que les conditions sanitaires et sociales et environnementales sont bien en deçà de celles que nous avons sur le territoire national notamment. Et la volaille ukrainienne a été mise en concurrence avec la volaille française parce qu'elle était 2 fois moins chère et qu'on a baissé les droits de douane. C'est un avant-goût de ce que serait l'élargissement de l'Union européenne. Donc pour le moment, moi je suis fermement opposé. Donc avant tout élargissement, plus d'harmonisation des salaires, des niveaux de salaire par exemple, et puis aussi plus d'harmonisation sur les normes européennes comme le bio, parce que le bio aujourd'hui est quand même assez inexistant en Ukraine par exemple. Donc c'est d'abord harmoniser et pourquoi pas élargir, mais avec une base commune. Les choses doivent se faire dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on doit poser la question de l'élargissement à d'autres pays lorsque ces pays seront justement en capacité pleine et entière d'intégrer un marché européen. Je pense aux pays des Balkans notamment, qui en effet sont un trou dans l'Union européenne, et la question pourrait se poser. Mais si demain on le fait aussi rapidement que le proposent aujourd'hui la plupart des défenseurs de cet élargissement. En fait, la seule chose que ça va faire, c'est l'accroissement de la concurrence. Et moi, tant qu'on est dans cette Union européenne libérale sur la libre concurrence et non faussée, mise en concurrence des travailleurs, etc., j'y serais opposé parce que ça va accroître cette mise en concurrence de manière colossale. Et sur la défense, la guerre s'est invitée aux portes de l'Europe, en tout cas dans l'Europe, puisque l'Ukraine est dans l'Europe d'un point de vue continental. Quelle est votre vision de la défense ? Plus de défense, alors on a reçu Bardella il y a quelques semaines, il est pour une défense franco-française. Bon. Quel est votre point de vue sur la défense ? Est-ce qu'elle doit être à l'échelle européenne et laquelle ? Moi je reste très attaché au fait que la question de la défense reste les prérogatives des États. Membre de l'Union européenne ou pas membre de l'Union européenne, c'est des prérogatives de l'État, et le chef des armées en France doit rester le président de la République, et je suis opposé à toute idée d'armée européenne. Parce que je pense que ça n'existerait pas, ça ne peut pas exister. Il faut un chef des armées sur une armée européenne. Qui serait ce chef des armées ? Est-ce que c'est un commissaire européen qui, du coup, que personne ne connaît directement, ou est-ce que ce serait les chefs d'État comme le Conseil de l'Union européenne, où on change tous les 6 mois, mais du coup avec un problème de colonne vertébrale, etc. Donc moi je suis opposé à une armée européenne. Je pense que c'est les prérogatives des États. Par contre, ce dont on s'est rendu compte avec la crise ukrainienne, c'est que finalement le continent européen et l'ensemble des États membres de l'Union européenne étaient quand même bien en deçà des défis de notre temps, notamment en matière de défense, et notamment du fait qu'on était dépendant aujourd'hui de l'OTAN pour nous défendre. Et moi je suis pour remettre en cause le fait que nous avons délégué notre souveraineté en matière de défense aux États-Unis. Nous devons aujourd'hui nous réarmer, notamment la France, produire des armes sur le continent européen à destination de la défense.
quand je vois qu'on a arrêté les productions de FAMAS, le fusil d'assaut français, je pense que c'est un non-sens et qu'il faut relancer des productions industrielles en matière d'armement pour justement armer aussi l'armée française. En revanche, si c'est les prérogatives des États, je suis pour une coopération européenne malgré tout en matière de défense. Et je pense que ce soit je pense qu'il faut un pacte de sécurité collective à l'échelle européenne avec davantage de transparence sur nos armées et qu'on permette justement d'être autonome en matière stratégique et en matière défensive à l'échelle européenne, et donc que chaque État européen souverain qui gère sa propre armée, par contre, puisse mutualiser des moyens pour relancer une industrie, par exemple en matière de l'armement, même si je prends souvent en disant qu'il faut lancer un Airbus de l'industrie militaire. Bon, Airbus fait de l'armement, mais je pense qu'il faut une réelle coopération européenne pour justement produire suffisamment d'armes à destination des armées de chacun des pays, pour éviter d'être dépendant aujourd'hui des États-Unis, notamment de la production d'armes américaines, qui je pense est problématique parce qu'on le voit, là les États-Unis décident de remettre en cause leur aide à l'Ukraine. Nous, on voudrait les aider plus, les Ukrainiens, mais on n'a même pas la capacité matérielle et industrielle en fait, pour produire suffisamment, notamment d'obus, à destination du front ukrainien. Ça démontre quand même qu'on a beaucoup perdu en la matière. C'est clair, donc produire plus européen au niveau en tout cas, une coopération européenne, oui, et que l'Europe soit autosuffisante en matière industrielle d'armement. C'est clair. Aujourd'hui, en Europe, le droit n'est pas harmonisé. Vous parliez des salaires, des retraites, mais le droit non plus n'est pas harmonisé. C'est-à-dire que vous avez, pour les entrepreneurs qui veulent justement peut-être grandir en Europe, ils peuvent avoir des législations, des règles différentes en fonction des pays. Et puis, à titre plutôt du droit privé, vous avez parfois des couples mixtes entre deux pays intra-européens qui se déchirent sur les enfants qui grandissent. Et finalement, il n'y a pas vraiment d'exéquatur, même des décisions, parce que c'est la prérogative des États et ça peut conduire à des situations parfois compliquées familiales. Donc, que ce soit au niveau du droit des affaires ou du droit privé, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas réalisé. Il y a eu un code européen du droit des affaires qui est sorti récemment, mais ça a été finalement la volonté de 200 bénévoles juristes qui l'ont fait bénévolement parce que ça n'existait pas, ça n'a pas été une demande. C'était déjà pour faciliter la vie des entreprises qui sont d'un pays à l'autre. Quelle est votre position sur les sujets de droit européen ? Moi, je suis plutôt opposé en fait à une forme d'harmonisation du droit européen. Je pense qu'il faut faire attention et que ces dernières années, on y viendra probablement aussi par la suite, mais on a eu tendance à de plus en plus légiférer à l'échelle européenne et à enlever des prérogatives, notamment des États membres, avec aussi une inflation des règlements plutôt que des directives qui s'imposent aux États membres. Et je pense que moi, je suis très opposé en fait à tout fédéralisme, à tout sursaut fédéraliste. Je suis attaché à l'Europe comme un modèle de l'Union européenne comme modèle de coopération entre des États et des peuples libres et souverains, parce que je pense que c'est un échelon pertinent pour régler de nombreuses choses, notamment le défi climatique par exemple. Mais en revanche, je suis opposé à tout fédéralisme et je ne suis pas pour les États-Unis d'Europe, et donc je suis opposé à cette harmonisation-là. En revanche, ce que je disais tout à l'heure sur les coopérations industrielles, je pense que l'Europe peut faire plus et mieux en termes de coopération industrielle. Elle peut faire mieux aussi pour permettre de favoriser l'implantation d'industries en mettant en place des protections, du protectionnisme, moi je n'ai pas peur d'utiliser ce mot, à nos frontières pour justement éviter de subir la concurrence déloyale internationale. Je pense notamment à la concurrence chinoise et nord-américaine qui aujourd'hui, eux, ont mis en place des barrières, des protections qui subventionnent massivement leur industrie et qui pour autant, et l'Europe ne se protège pas face à ces géants-là. Et donc, moi je suis plutôt opposé à une harmonisation parce que ça tendrait vers du fédéralisme. Je pense que l'Europe peut agir à d'autres niveaux, par contre, pour favoriser et l'entrepreneuriat et la réindustrialisation de nos territoires. Merci. Dans votre action européenne, ou même dans votre action politique finalement plus large, parce que pour l'instant vous n'êtes pas encore député européen, quelle est finalement la disposition ou le progrès dont vous êtes le plus fier dans votre parcours et aussi dans votre parti politique, le Parti communiste ?
Je parlais tout à l'heure de la retraite agricole, je ne vais pas y revenir, mais pour moi c'est quelque chose vraiment qui démontre l'utilité aussi des élus communistes notamment, implantés dans le réel et qui permettent d'apporter une solution concrète à une injustice qui était présente, le fait que les agriculteurs et notamment les compagnes aussi d'agriculteurs ne pouvaient pas bénéficier de retraite agricole. C'était pour les compagnes aussi, qui est une première. Est-ce que vous imaginez, comme vous postulez pour un mandat européen, que ce progrès qui a été reconnu par tous, qui vient effectivement du Parti communiste, est-ce que vous imaginez demain que ce progrès pourrait être diffusé au sein de l'Union européenne et être porté justement, pourquoi pas par le Parlement ou par un député, pour harmoniser cette protection notamment de ces non-statuts des femmes d'agriculteurs et des agriculteurs sur les sujets retraite? Oui, parce que on le voit aujourd'hui, la question des retraites agricoles, notamment pour les conjoints et conjointes des agriculteurs, des chefs d'exploitation, permet, et loin d'être suffisant, mais permet en tout cas de mettre un premier pied dans la porte et permet en effet la reconnaissance du travail finalement qui est de ces conjoints qui finalement sont souvent tout aussi intenses que l'exploitant lui-même. Juste, il n'était pas reconnu jusqu'alors. Là, on le reconnaît justement à travers cette retraite. Et ce qu'on voit, c'est que dans les pays européens qui ne l'ont pas, on a malgré tout une paupérisation de ces notamment conjoints et conjointes d'agriculteurs et de ces agriculteurs parce que justement ils ne bénéficient pas de cette mesure-là. Moi je reste très attaché au fait que tout ce qui est décidé à l'échelle européenne, notamment sur ces mesures-là, puisse être débattu ensuite dans les parlements nationaux. Donc je serais plutôt favorable à une directive qui permettrait d'une transposition ensuite dans leur droit national, dans leur droit national de chaque État membre. Mais par contre je pense que c'est une mesure aujourd'hui de bon sens et l'Union européenne devrait pouvoir s'inspirer de ce qui se passe dans certains pays en termes de mieux-disant social, j'ai envie de dire, pour en effet en mettre en place des directives et que ça puisse justement être ça la réelle coopération. Une coopération, c'est aussi pouvoir s'inspirer des États membres dans ce qu'ils font de bien et de pouvoir le mettre en place dans leur pays. Alors là, je voulais vous poser une question un petit peu plus personnelle sur votre personnalité, parce que vous êtes encore peu connu. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a ému? Quelle est votre histoire finalement personnelle qui fasse qu'aujourd'hui vous postulez pour un mandat européen? Je crois que vous êtes d'un milieu agricole, voilà, je ne sais pas si vous ça en fait partie. Voilà, quel a été le déclic où vous avez envie d'Europe? Parce que j'imagine que vous avez envie d'Europe. Voilà, d'une autre Europe. Voilà, d'une autre Europe. Quel a été le déclic, ou en tout cas votre histoire qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Je viens pas d'une famille de militants politiques, encore moins au Parti communiste. Et je dis souvent, soit on vient à la politique par ses proches, soit on vient à la politique par son environnement. Et moi, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi qui m'a amené à la politique. C'est mon territoire, la Somme, Amiens, mon histoire familiale avec le monde agricole. Mon père qui était artisan fleuriste et qui a vu aussi les difficultés qu'il pouvait avoir au quotidien et que peuvent avoir beaucoup d'artisans. Et surtout, je viens d'une ville, Amiens, qui a été marquée par le rythme des directives européennes, qui a connu cette mise en concurrence qui est organisée à l'échelle européenne entre les travailleurs. La lutte qui m'a marqué, c'est celle de Goodyear, qui a commencé quand j'étais au collège, où le père d'un de mes amis travaillait à Goodyear et d'un de mes meilleurs amis qui me disait, quand je devais avoir 12 ou 13 ans, ce que c'était qu'un plan social d'entreprise et ce que c'était que la délocalisation et la désindustrialisation et surtout les impacts que ça pouvait avoir sur une famille tout entière et sur une ville, sur un territoire. Moi, Goodyear, c'est à 300 mètres de la ferme de mes parents. Je passais devant tous les dimanches quand j'allais manger chez eux. C'était l'histoire industrielle de cette ville qui a été marquée par la fermeture de cette usine qui a fermé parce que finalement ils ont décidé de délocaliser la production, notamment en Slovaquie parce que la main-d'œuvre était moins chère. C'est aussi ce territoire qui a été marqué par la fermeture de services publics, de classes, etc. Et c'est un territoire qui ne s'est jamais résigné, qui a toujours voulu relever la tête et qui d'ailleurs, lors du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, c'est le deuxième département à avoir plus voté contre le traité constitutionnel européen, non pas parce qu'il votait contre l'Europe, mais contre l'Europe libérale. Il ne voulait pas de cette Europe libérale-là. Et cette injustice qu'on a vu arriver après avec le traité de Lisbonne qui a été remis sur le devant de la porte, qui a été remis à l'ordre du jour et qui est passé par la fenêtre justement. Moi j'ai vu dans ce territoire comment ça a été une fraude démocratique, cette Europe libérale qui s'est imposée à eux.
Et moi, c'est ça qui m'a amené à la politique, c'est cette injustice et cette volonté surtout de redéfendre le travail, les travailleurs, la réindustrialisation, défendre nos exploitants agricoles. C'est ça qui m'a amené finalement à rejoindre notamment Fabien Roussel et finalement ce que j'appelle la gauche du travail, celle qui défend le travail. Et moi, le projet que je veux porter à l'échelle européenne, c'est remettre en cause cette Europe libérale qui, pour moi, a cassé le travail, a favorisé les délocalisations et reconstruire une Europe de coopération qui permette d'agir réellement pour les services publics et pour l'emploi. Merci beaucoup, Merci à vous. Léon Desfontaines, d'avoir accepté notre entretien. Nous interviewons tous les candidats aux européennes et merci d'avoir accepté cet exercice démocratique assez singulier. Un grand merci à vous.